Dans cette partie, on va nous intéresser, comme vous le voyez sur l'écran, au nombre premier que vous avez vu déjà en première année sciences mathématiques. Vous les avez traités plus ou moins au tronc commun. Cette année-là, nous allons faire un rappel détaillé de ce que vous avez vu, en ajoutant bien sûr quelques propriétés nouvelles pour vous cette année. Donc, chapitre 4, nombre premier, généralité. Notons qu'on va s'intéresser seulement aux entiers naturels, vu la définition traditionnelle des nombres premiers. Donc, on va nous intéresser aux entiers naturels, c'est-à-dire aux entiers relatifs positifs. Définition et propriété. Donc, lorsqu'un entier naturel non nul admet un diviseur propre, on dit qu'il est composé. Donc, il est composé dans le sens du produit par des diviseurs. On peut donc le décomposer. Donc, vous savez très bien ceci, vous l'avez déjà vu. Par exemple, 2 est un diviseur propre de 6. Et on a la décomposition, donc on peut donc le décomposer, donc est égal à 2 fois 3. Dans une décomposition, par exemple, 1860 est égal à 10 fois 6 fois 31, il peut arriver que certains facteurs soient composés. Par exemple, ici 10 et 6. 31 n'admet pas de diviseur propre, car c'est un nombre que vous connaissez, c'est un nombre premier. Donc, on peut alors désirer pousser la décomposition au maximum. Dans l'exemple, on obtient 1860 est égal, voyez que 6, on peut pousser la décomposition, donc c'est 3 fois 2, pour 10, c'est 5 fois 2, on obtient ceci, 2 fois 2 fois 3 fois 5 est égal 1 fois 31. On constate qu'on a utilisé les nombres 2, 3, 5 et 31 pour décomposer 1860. Plus généralement, les entiers qui servent à décomposer complètement les entiers naturels supérieurs strictement à 1 sont appelés nombres premiers. Donc, passons à la définition. Définition alors d'un nombre premier. Comme le veut la convention mathématique, un nombre premier P est un entier naturel qui possède exactement deux diviseurs positifs, 1 et P. Donc c'est un entier naturel qui possède exactement deux entiers de diviseurs positifs, 1 et lui-même. C'est-à-dire, il n'admet pas de diviseur propre. Exemple, les 6 nombres premiers sont 2, 3, 5, etc., 11, 13. Donc les 6 nombres premiers. Voyons ici que le 1 n'est pas défini comme nombre premier, vu la définition qui dit qu'il doit posséder exactement deux diviseurs. Deuxième exemple, 6 et 21 ne sont pas des nombres premiers car ils admettent des diviseurs propres. Par exemple, 2, 3, 11, ce sont des diviseurs propres de 121 et de 6. Remarque, 0 et 1 ne sont pas de nombres premiers, d'après la définition bien sûr. Deuxièmement, deux nombres premiers distincts sont premiers entre eux car 1 est le seul diviseur commun positif des deux nombres. Donc si on prend deux nombres premiers qui sont distincts, on sait que chacun d'eux admet deux diviseurs exactement positifs, un est lui-même, l'autre 1 est lui-même, donc leur intersection sera 1, c'est-à-dire qu'ils sont premiers entre eux. Donc le premier théorème, dans les nombres premiers, comme vous l'avez vu en première année, et on trouve de très beaux théorèmes. Et généralement, le travail sur les nombres continus, vous savez qu'il continue jusqu'à maintenant. Il y a des conjectures qui ne sont pas résolues. Donc c'est un domaine très vaste pour le travail des mathématiciens. Le théorème 1 dit tout entier naturel n supérieur à 2 admet au moins un diviseur premier.
Donc chaque nombre entier qui est supérieur ou égal à 2 admet au moins un diviseur premier. Pour la démonstration, on va considérer à l'ensemble des diviseurs de n supérieur ou égal à 2. Donc on va l'écrire en compréhension dans cette forme. A est l'ensemble des diviseurs d de n qui sont supérieurs ou égal à 2. C'est-à-dire d appartient à l'ensemble des diviseurs de n. On a n appartient à A, donc A n'est pas vide, car n il est supérieur ou égal à 2 et n divise n, donc notre ensemble A est une partie non vide de n, donc elle admet un plus petit élément qu'on va noter. Si notre P était composé, on va supposer qu'elle est composée, donc il va admettre un diviseur propre positif P'. Donc ce P' va être supérieur ou égal à 2, car c'est un diviseur propre. C'est un diviseur de n, puisque P' divise P, P divise n, par transitivité, P' va diviser le n. Donc il va appartenir à A. Or, P est le plus petit élément de A et P' un diviseur de P qui est inférieur à P, c'est absurde. Donc P est un nombre premier et puisque P il ne peut pas être donc composé et puisque P appartient à A, P est un diviseur de n. Donc on vient de montrer que tout entier naturel supérieur ou égal à 2 admet un diviseur premier. Remarquons ici que l'ensemble des diviseurs premiers de n n'est pas vide, il admet un plus petit élément. Donc le plus petit élément, c'est le P qu'on a trouvé dans la démonstration, ce qui veut dire que le plus petit diviseur propre de n est un nombre premier. Donc retenez ce résultat important. Ensemble des nombres premiers. Un petit théorème d'une grande importance. Il existe une infinité de nombres premiers. Donc on va faire une démonstration par absurde. Si l'ensemble des nombres premiers était fini, il aurait un plus grand élément P. Toute partie finie de n admet un plus petit élément et un plus grand élément. Donc si on considère que l'ensemble des nombres premiers est fini, il va admettre un plus grand élément qui est P. P factoriel serait alors multiple de tous les nombres premiers. Bien sûr, puisque P est le plus grand nombre premier, donc il est composé d'un produit allant de 1 jusqu'à P, donc tous les nombres premiers y existent et par suite le P est leur multiple. P factoriel plus 1 n'aurait donc aucun diviseur premier. Pourquoi ça? Parce que si il existe un diviseur premier de P factoriel plus 1, on sait que P factoriel est un multiple de tous les nombres premiers. Par suite, notre nombre premier, si on l'appelle Q, divisé 1, par suite est égal à 1, donc ça ne serait pas un nombre premier. Donc, contradiction avec le théorème précédent. Donc, il existe contradiction avec le théorème parce qu'on a trouvé ce nombre-là, P factoriel plus 1, qui est supérieur ou égal à 2, mais n'admet pas de diviseur premier. Donc, c'est la contradiction avec le théorème 1 précédent. Donc, il existe une infinité de nombres premiers. L'une des grandes questions, ou bien des questions principales que s'est posées les mathématiciens jusqu'à aujourd'hui, ça concerne la caractérisation des nombres premiers, c'est-à-dire comment savoir si un nombre est premier. Vous savez, par exemple, pour les nombres pairs, impairs, on a des caractérisations sous la forme de 2K, 2K plus 1, mais pour les nombres premiers, pour le moment, on ne trouve pas une caractérisation mathématique jusqu'aujourd'hui. Donc, seulement, il y a des essais qui nous aident à caractériser ou bien à déterminer la primalité des nombres qui ne sont pas très assez grands. On va voir un premier algorithme. Donc, un théorème 3
soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2. Si n n'est pas premier, alors il admet au moins un diviseur d tel que d carré compris entre 2 et n. Donc, si un nombre n'est pas premier, donc il va admettre un diviseur forcément, mais ce diviseur a la propriété suivante que son carré est inférieur ou égal à n. Pour la démonstration, si n n'est pas premier, il admet au moins un diviseur entier naturel autre que 1 et n, c'est-à-dire il va admettre un diviseur propre. Il existe donc deux entiers naturels d, d', tels que n s'écrit sous la forme d fois d', et l'un des deux, par exemple d, est inférieur à d'. Donc, si sont égaux, on va trouver le résultat trivialement que le n est égal à d carré, donc on a un diviseur qui vérifie d carré est égal à n. Donc si on va poser dans le cas général d inférieur ou égal à d, donc vu l'ordre, la relation d'ordre total inférieur ou égal dans n. On a donc, si on fait le carré, puisque notre, pardon, je vais voir le pointeur, pour le d il est supérieur à 2, donc son carré, d carré, il est supérieur aussi à 2. Donc c'est trivial. Et en multipliant la seconde inégalité de la double inégalité, c'est-à-dire celle-là, en la multipliant par d, on va trouver d carré est inférieur à d' fois d. Où d' fois d n'est autre que n. Donc on va obtenir finalement d carré inférieur à n d'une part. D'autre part, on a trouvé 2 inférieur à d carré, d'où le résultat. Donc retenez bien que si un nombre n'est pas premier, il va admettre un diviseur propre qui vérifie d supérieur ou égal à 2, inférieur ou égal à d carré supérieur ou égal à 2, inférieur ou égal à n. Remarque. D'après le théorème 1, si n est non premier, il admet un diviseur premier p. Et donc, p carré est inférieur ou égal à n. Pourquoi ça? Parce que P c'est un diviseur propre, c'est le plus petit des diviseurs, donc il va jouer ici le rôle de D. Il va jouer le rôle de D qui est le plus petit ici. Donc le D, il vérifie cette relation, par suite P carré, il va la vérifier, c'est-à-dire en passant à l'ensemble R, on peut traduire ça comme P inférieur ou égal à la racine de N. P inférieur ou égal à la racine de n dans l'ensemble R. En pratique, c'est la contraposée de cette dernière implication qui nous intéresse. C'est-à-dire, si n n'a aucun diviseur premier, p, tel que p est inférieur ou égal à la racine carrée de n, alors n est premier. Donc on est parti ici un nombre, si un n est premier, il admet un diviseur premier qui vérifie ça. Donc s'il n'admet pas de diviseur premier qui vérifie p carré inférieur à n, ou bien p inférieur à la racine de n, alors n est premier. Donc c'est une première petite caractérisation des nombres premiers, mais c'est pas pratique pour les nombres, les grands nombres. On applique donc la propriété à la détermination de la primalité du nombre 163. On va voir s'il est premier ou non. Donc, comme la propriété le dit, on va calculer premièrement la racine de 163 qui nous donne un 12,7 approximativement. Donc on va chercher les nombres premiers qui vérifient p est inférieur ou égal à la racine de n, comme on l'a vu.
Donc ici, les entiers qui sont inférieurs à racine de 163 partent de 12. Donc en descendant, 12, etc. 12 n'est pas premier. Donc ça nous reste 5 nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à la racine de 163, qui sont 2, 3, 5, 7 et 11. Donc on va vérifier si chacun de ces nombres divise 163. Pour le 2, non. Donc on fait la division euclidienne par 2, il y a un reste. Pour le 163, division euclidienne, pour le 3, la même chose, division euclidienne, un reste différent de 0. Même chose pour 5, un reste différent de 0. Division euclidienne, un reste différent de 0 pour 7 et pour 11. Donc, chacun de ces 5 nombres ne divise pas 163, ce qui veut dire que 163 est un nombre premier. Donc, ce critère-là va vous aider. Vous allez l'utiliser souvent parce que dans vos examens, on ne nous donne pas des nombres qui sont assez grands, donc des nombres dont on peut calculer une racine carrée et voir tous les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux. Donc retenez-le comme critère de détermination de la primalité d'un nombre. Un autre critère, il s'appelle le crible d'Ératosthène. C'est un très ancien crible. Il était établi 276 années environ avant Jésus-Christ. Il permet de déterminer les nombres premiers inférieurs à un nombre. Donc on va voir un exemple pour le nombre. On va essayer de déterminer tous les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 100. Donc, premièrement, on représente dans un tableau les entiers naturels successifs compris entre 2 et 100. Donc, c'est un travail à la main. Donc, c'est pas très pratique, mais le trait, quand même, comme travail, il est important. Donc, le nombre 2 est premier. On barre tous les multiples de 2. Donc, on va prendre le tableau qui contient tous les éléments, tous les nombres entre 2. Donc, on va barrer tous les multiples de 2. Donc, on va faire la même chose. Le deuxième nombre premier qui succède 2, c'est 3. On va refaire la même chose pour 3. Donc on va le conserver et barrer tous les multiples de 3, autres que 3 bien sûr. Donc on itère ce procédé, c'est-à-dire lorsqu'on finit par 3, on va arriver au troisième nombre premier qui est 5, on va refaire la même chose, puis pour 7, etc. On itère le procédé jusqu'à ce qu'il ne reste plus de nombres composés. Donc jusqu'à ce qu'on finit avec tous les nombres qui sont composés, il va nous rester dans le crible seulement les nombres premiers non barrés. Donc la première étape, donc on va commencer par le 2. Donc je cherche mon curseur. Donc on va commencer par 2, puis on barre tous les multiples de 2 qui sont dans le tableau. Voilà 4, 22, 14, 32, 6, 24, 42, etc. On les barre. Puis on refait la même chose pour 3. On prend 3 et on barre les multiples de 3. Par exemple, on va 9, on va barrer 27, etc. 45, etc. On refait la même chose en itère. Donc la fin du tableau nous donne ceci lorsqu'on finit avec tous les nombres premiers et leurs multiples. Donc on va conserver bien sûr les nombres premiers. Donc on va obtenir finalement la liste des nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 100, qui sont ici devant nous en bleu. Voilà, c'est le crible d'Ératosthène. Donc c'est un crible qui fait partie des essais des mathématiciens pour caractériser ou pour trouver des algorithmes qui nous aident à déterminer les nombres
premier, cette recherche reste récente pour le moment. On cherche toujours à caractériser ces nombres mystérieux. On passe maintenant au nombre premier et divisibilité. Donc, on va donner plusieurs propriétés intéressantes et pratiques. Le premier théorème, soit P un nombre premier et A un entier relatif. Si P ne divise pas A, alors A est premier avec P. Résultat très important que vous allez souvent rencontrer, retenez-le. Démonstration. On sait que les diviseurs naturels de P sont A et P. Donc si P n'est pas un diviseur de A, c'est-à-dire si P ne divise pas A, comme le dit l'énoncé du théorème, alors le seul diviseur naturel commun est 1. Bien sûr, on a P ne divise pas A, donc le seul diviseur qui reste entre A et P est 1, puisque P a seulement deux diviseurs, donc A et P sont premiers entre eux. Remarque en particulier de nombres premiers distincts sont premiers entre eux. Donc, résultat évident de ce théorème, si on considère A comme entier, comme nombre premier, Q, donc on a P et Q, P, l'un ne divise pas l'autre, puisqu'ils sont premiers, différents, ils sont distincts, vous voyez, donc ils sont premiers entre eux. Donc deux nombres premiers distincts sont toujours premiers entre eux. Un deuxième théorème, soit P un nombre premier A et B deux entiers relatifs. Donc le premier résultat, si P divise le produit AB, alors P divise l'un des facteurs du produit, c'est-à-dire P divise A ou P divise B. Un deuxième résultat, si de plus A et B sont premiers, si on prend ici un Q1, Q2 de nombre premier, alors nécessairement P sera l'un des facteurs. Donc si P divise le produit de deux nombres premiers ou bien de plusieurs nombres premiers, on peut généraliser ce résultat, alors P sera l'un des facteurs du produit. Voyons la démonstration du théorème. La première partie du théorème, si P divise A. Alors le résultat est acquis. Donc c'est ce qu'on veut, puisqu'on est parti dans les hypothèses P divise A B, alors P divise A ou P divise B. Donc si P divise A, le résultat souhaité est acquis. Sinon, P divise A à B, et d'après le théorème 1, P et A sont premiers entre eux, puisque sinon, c'est-à-dire P ne divise pas A, donc P et A sont premiers entre eux. Et d'après le théorème de Gauss, puisque P et A sont premiers entre eux, alors P va diviser B. Donc voilà, donc forcément P soit il divise A, soit il divise B. Pour la deuxième propriété, si A et B étaient premiers entre eux, alors les diviseurs naturels de A sont 1 et A, de même pour B, 1 et B. Comme P est différent de 1 puisque c'est un nombre premier, et P divise l'un, P divise A ou P divise B, donc forcément P est égal à A ou P est égal à B. Plus généralement, ce théorème s'étend par récurrence à un nombre quelconque de facteurs et nous obtenons alors le corollaire suivant que nous admettons. Donc il faut le faire par récurrence, c'est facile. Soit P un nombre premier et A1, A2, AN, n entier relatif avec n supérieur ou égal à 2. Si P divise A1, A2, AN, alors P divise l'un de ces facteurs AI. Donc on peut le faire par récurrence, donc on va faire l'initialisation pour n est égal à 2, donc déjà vu dans le théorème précédent, puis on va supposer que le résultat il est vrai et on va obtenir le résultat finalement par récurrence.
Deuxièmement, c'est de plus tous les facteurs A ici sont premiers, alors P est l'un de ces facteurs. Donc CP divise ce produit-là et ces facteurs sont tous premiers, alors nécessairement P est égal à l'un des AI. Remarque en particulier, si les AI sont égaux, on obtient ce résultat important en pratique si P divise à N avec N supérieur ou égal à 1, alors P divise A. Donc c'est le cas où les AI sont tous égaux. Faites attention, ce résultat n'est pas toujours vrai si P n'était pas premier. Si P n'est pas premier, attention, la propriété précédente ne sera pas vraie. Il suffit de prendre par exemple ce contre-exemple, 8 divise 16, 16 qui est 4 au carré, mais 8 ne divise pas 4. Donc si P n'était pas premier comme le cas ici de 8, il ne faut pas utiliser ce résultat-là.